Bonjour à tous, bienvenue pour ces derniers FLM de l'année académique et pour cette occasion, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Christian, qui est le fondateur de la chaire économie du climat et qui revient justement sur un sujet historique qui est vraiment dans l'ADN de la chaire, qui a été fondée non pas il y a 15 ans, mais il y a un peu plus de 10 sur ces thèmes. Donc, c'est d'autant plus utile et intéressant pour nous tous. Je pense que c'est un sujet qui nous tient à cœur, qui tient à cœur particulièrement à Christian, et qui va donc faire état de ses dernières réflexions sur le sujet. Merci Christian d'être là. Je sais que voilà, on aurait voulu être en présentiel. Normalement, ça devrait reprendre à la rentrée. On reste online pour cette fois. Merci beaucoup Anna, merci pour cette invitation. Bon, moi je suis évidemment ravi, avec ma casquette d'ancien finalement, d'essayer de faire un genre de transmission de savoir et d'analyse entre les générations qui ont fondé la chaire et puis la jeune génération qui maintenant prend le relais avec beaucoup plus d'outils peut-être et de technicité que je n'en ai moi-même. Bon, donc je suis ravi de faire cette présentation avec vous aujourd'hui, ce partage. Et puisque tu as, Anna, évoqué l'heure héroïque des débuts de la chaire et avant, je ne peux que évidemment associer dans mon souvenir du démarrage de la chaire les travaux que j'ai eu la chance de mener avec Denis Ellerman et Frank Convery, qui sont Denis était à l'époque en charge au MIT d'un groupe sur l'environnement et Franck à l'époque était professeur à l'université de Dublin. Et c'est grâce à Franck et Denis que j'ai fait mes premiers pas dans cette économie des quotas qui est une économie assez particulière, mais finalement assez basique lorsqu'on y réfléchit bien. L'économie des quotas, c'est au fond une économie de rationnement. On essaie de rationner, mais on voit bien que si on rationne sans flexibilité, ça a beaucoup d'effets pervers. Donc l'économie des quotas, ça consiste à rationner avec de la flexibilité. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est cap and trade. Il faut commencer par rationner le cap et ensuite on fait du trade pour mettre de la flexibilité. Et donc, cette économie de quotas, je trouve, elle est très intéressante à étudier juste après la pandémie, la Covid-19, puisque pendant la crise sanitaire, on a rationné. Le confinement, c'est une forme de rationnement, mais précisément, on a rationné sans les flexibilités. Donc là, la question qui est posée sur les 15 prochaines années, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil du rationnement de façon efficace avec la flexibilité. Et une façon peut-être utile de se poser les questions pour les 15 prochaines années, c'est de regarder les 15 années passées. Donc, c'est ce petit schéma, ce petit parcours rétrospectif que je vous propose. 15 ans de marché du carbone, les 6 leçons, pas pour le plaisir de faire de l'archéologie de ce qu'il y avait hier, mais plus pour l'idée qu'en regardant bien le passé, on peut trouver des clés pour mieux construire le futur. Alors le futur, sur les UTS, il ne va pas commencer le 14 juillet prochain, peut-être pas aussi caricatural que ça, mais quand même, posez-vous la question, qu'est-ce que vous allez faire le 14 juillet prochain? Est-ce que vous allez regarder le défilé, ce grand moment national où on regarde les troupes défiler, sécurité des frontières, etc., souveraineté, tout. Il y a peut-être des choses qui vont se passer le 14 juillet prochain qui sont aussi importantes pour notre souveraineté, pour notre sécurité à long terme. C'est ce qui va être présenté par la Commission européenne, puisque initialement, ça devait être fait au mois de juin. Du reste, c'est pour ceux qui ont lu attentivement le policy brief que je vais commenter, parce que les 15 ans de marché du carbone, c'est un policy brief qui est sorti à la chaire.
la décision de la Commission de reporter cette présentation, on l'a repoussé le plus loin possible au mois de juillet, donc on est sur le 14 juillet, je ne sais pas s'ils ont fait exprès, mais donc le jour de notre fête nationale, on aura pour ceux qui sont intéressés un autre objet de curiosité que de voir le nombre de militaires et blindés qui seront sur les Champs-Élysées, ce sera d'écouter la présentation de ce paquet législatif qui s'appelle Fit for 55 en anglais. Bon, on a traduit ça par ajustement pour 55 en français. Bon, c'est un petit peu plus lourd, hein. Mais malheureusement, souvent, le français n'a pas ce côté un peu elliptique des formules anglaises. Bon, donc, le 14 juillet, la Commission présente un paquet législatif complet sur le pacte vert. Autrement dit, comment est-ce qu'on va rentrer dans la législation européenne cette réforme à partir de 2023. Et dans ce paquet législatif, évidemment, il n'y a pas que les UTS, mais la réforme de l'UTS occupe un volet important, y compris le volet externe avec l'ajustement aux frontières dont on parlera. Alors, pour un peu apprécier ce qui sera dit ou pas dit à ce moment-là, bon, on commence à avoir quelques fuites pour les initiés. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir quelques rapports assez directs avec les gens qui sont en charge de ces questions à la Commission. Moi, je propose une grille de lecture avec 6 entrées, qui sont les 6 leçons que je tire du passé et avec lesquelles j'essaye de mieux juger et proposer des choses constructives pour l'avenir. Alors, j'avais hésité du reste à faire ce Friday Lunch Meeting uniquement à partir de ce slide-là, puis je me suis dit non, quand même, ils vont croire que je suis un peu fumiste si je présente. Donc, chaque fois, on va illustrer par 1 ou 2 slides, mais au fond, l'essentiel du message est là. Donc, les 6 leçons sont les suivantes. 1, le plafond. Un système d'échange de quotas, fondamentalement, c'est un système de rationnement. Donc, quand on rationne, il faut déterminer un cap, un plafond. Et le degré de rareté qu'on va imprimer grâce à ce plafond, c'est évidemment le paramètre le plus important de tout dispositif. Bon. Quand on regarde rétrospectivement le marché des quotas, on voit que le gros problème, c'est que de façon récurrente, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours trop de quotas. Vous voyez, on n'avait pas restreint suffisamment le plafond. Donc, lorsqu'on s'interroge sur les causes, il y a eu des kilomètres qui ont été écrits là-dessus. J'y ai participé, moi, comme j'étais à la chaire aussi. Bon. Fondamentalement, je crois que la difficulté de fond, depuis le début du système, c'est-à-dire en 2005, c'est que les objectifs de la politique climatique européenne n'ont jusqu'à présent pas été réellement coercitifs, n'ont réellement pas été contraignants. C'était déjà le cas du protocole de Kyoto, avec les crédits associés, d'autant plus que le retrait américain a totalement déséquilibré le dispositif d'engagement. Et les UTS, le système européen, en a pâti. Mais c'était aussi beaucoup le cas du paquet triple 20, les 3 20 du paquet 2020. On était très contents, nous, Français, parce que c'était sous présidence française que ça avait été négocié, cette affaire-là, en 2008. À l'époque, j'étais un peu aux manettes. Bon. Le paquet 2020, si vous voulez, sur le climat, il n'a jamais été vraiment contraignant. La meilleure preuve, c'est que si vous regardez les chiffres sur les inventaires, vous verrez que l'objectif 2020 est atteint dès 2013, c'est-à-dire la première année. Une fois que c'est atteint, on n'a pas besoin d'un système de quotas pour aller plus vite, puisque c'est déjà atteint. Donc là, qu'est-ce qui change ? Ce qui change fondamentalement, c'est le passage de l'objectif 2030, qui était de moins 40% sur tout gaz à effet de serre relatif à 1990. On est passé à moins 55% officiellement. Le Conseil des chefs d'État l'a adopté en décembre dernier et ça a été immédiatement envoyé, déposé auprès des Nations Unies dans le registre, dans la perspective de Glasgow. Donc ce passage de moins 40 à moins 55% est évidemment une vraie marche d'escalier. Ce n'est pas du tout un ajustement à la marge. Et
ça pose tout de suite la question, comment est-ce qu'on va le répercuter sur les niveaux des quotas. Ça, c'est le premier point, c'est absolument essentiel. Je dis au passage, je le dis parce que ça fait du bien, que le débat franco-français en ce moment, qui est complètement focalisé sur encore les moins 40%, me paraît absolument surréaliste. C'est totalement surréaliste. Hein. On a une loi résilience climat qui est basée sur les travaux d'une commission citoyenne qui a travaillé sur un objectif de moins 40%, et on a un rapport du Haut Conseil sur le climat qui s'interroge si on peut atteindre 40%, alors qu'on sait bien que ce qui va compter, c'est le passage à 55%. La gouvernance. Alors, voyez-vous, la gouvernance, c'est un sujet quand même très important parce que on a construit un dispositif qui est vraiment un dispositif très perfectionné. Hein. Le système d'échange des quotas de CO2 est quand même l'un des dispositifs les plus complexes et les plus sophistiqués qu'on puisse imaginer en matière de politique climatique. Bon. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien qui pilote l'avion. Et surtout, toute décision est horriblement complexe à prendre. Pareil, je vous donne un exemple. En 2011, on commence à s'apercevoir qu'il y a trop de quotas, donc on va essayer de mettre en place des dispositifs pour… Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a trop de quotas? Stress, il suffit de baisser le plafond. Simplement, on a mis 7 ans pour décider à baisser le plafond. Donc, il y a un vrai problème de gouvernance qu'on examinera rapidement, mais on ne peut pas avoir, voyez-vous, un dispositif qui est le plus large et le plus complexe en matière de quotas sans avoir une gouvernance qui permette à une autorité de réagir assez vite. S'il faut attendre 3 ou 4 ans pour prendre n'importe quelle décision de gestion, ça ne peut pas vraiment fonctionner. Imaginez par exemple que sur les banques centrales, on est ça. Ben, je pense que les crises financières ou la crise du Covid auraient fait quand même beaucoup plus de dégâts. Il y a un troisième volet qui est très important, qui est la question du périmètre. Alors, la question du périmètre est très importante. Pourquoi? Parce que on a fini par s'habituer au bout de 15 ans à ce que, en gros, on va mettre sous quota uniquement les émissions des grandes installations qui transforment de l'énergie fossile en électricité ou en carburant, hein, les usines électriques ou les raffineries, hein, et puis les grands outils industriels. Il n'y a aucune raison objective à ce qu'on ne mette pas sous quota les émissions qui sont liées au transport, qui sont liées à l'usage des bâtiments, qui sont liées à l'utilisation des énergies fossiles par l'ensemble des petites et moyennes entreprises. Bon. Et parfois, on entend des arguments qui sont parfaitement fallacieux. On entend dire que ça serait compliqué techniquement de mettre sous quota ces émissions diffuses. Ben, je vous dis tout de suite, c'est excessivement simple de le faire. Il suffit, puisqu'on a toute la base pour le faire, c'est la base qui est utilisée pour la fiscalité de l'énergie. Donc, moi, j'ai été confronté directement à cette question-là en 2013-2014, lorsqu'on a mis en place la composante carbone de la taxe française. Il suffit de mettre les quotas à l'amont, au point de rentrer. Donc, la meilleure preuve que c'est très facile, c'est qu'il y a des gens qui le font. Par exemple, le marché Californie-Québec, aujourd'hui, couvre toutes les émissions qui sont liées à l'usage des énergies fossiles. Donc, il n'y a aucune raison technique qui empêche ça. Mais pourtant, on voit bien que l'élargissement du périmètre est une question non véritablement résolue. Quatrième point, les systèmes de mise en marché. Est-ce qu'il faut mettre les quotas par des systèmes d'enchères, des mécanismes d'enchères, ou est-ce qu'il faut les mettre gratuitement? Il ne faut jamais confondre cette question-là avec la question du plafond, si vous voulez. Parce que parfois, il y a un peu une confusion. Les gens vous disent, on va mettre aux enchères, comme ça va plus réduire les émissions. Ce n'est pas exactement comme ça qu'il faut poser la question. La question qui se pose, c'est que dans un système de tarification du carbone, si vous avez une taxe carbone et qu'une partie des agents ne paye pas la taxe carbone ou ne la paye pas au premier euro, on appelle ça une subvention. Une subvention aux énergies fossiles. C'est pareil pour les mises aux enchères. Lorsque on donne les quotas, c'est une forme de subvention aux énergies fossiles. Donc, je crois que la question de cette mise aux enchères ou de l'allocation gratuite est absolument indispensable. Je rappelle que au début de la troisième phase, qui allait la phase qui va de 2013 à 2020, qui est maintenant derrière nous,
il était prévu qu'on diminue graduellement les allocations gratuites dans le secteur industriel et que ceci n'a pas été fait. Le cinquième point qu'on va regarder ensemble, c'est la question qui fâche. Et comme toutes les questions qui fâchent, c'est souvent les plus importantes en termes de politique, hein, c'est la question de l'usage qu'on fait du produit des enchères, autrement c'est la question de la redistribution. C'est, je crois, encore aujourd'hui le grand angle mort, hein, de ce système des quotas. Mais c'est une question essentielle, surtout si on veut élargir les champs de ce marché des quotas et surtout si on veut élargir les enchères. Donc, on regardera avec un œil attentif cette question des redistributions. Vous voyez bien qu'on ne pourra pas faire les mêmes choses suivant qu'on ne redistribuera pas de façon intelligente les produits des enchères si on élargit ce champ des enchères. Et puis, pour terminer ce menu appétissant, on va regarder l'ajustement aux frontières, hein, qui a commencé à être bien documenté au niveau européen, notamment grâce à un rapport sur lequel le rapporteur était Yannick Jadot. Hein. Cette question de l'ajustement aux frontières est une question beaucoup plus piégeuse qu'on ne l'imagine à court terme. C'est assez facile sur un plan théorique, hein, de montrer que si vous mettez taxe aux frontières, vous pouvez avoir des effets, mais on verra qu'il y a pas mal de questions pratico-pratiques et politico-stratégiques qui sont loin d'être résolues. Voilà. Bon, on commence par le plafond et juste pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, je rappelle que hier, 1er juillet, le quota de CO2 s'est échangé sur le marché, sur la prochaine échéance, hein, de décembre 2021, à 50, j'ai du mal à me relire parce que j'ai mis ça sur mon ordinateur, c'est 56,37 €. Grosso modo, le prix du quota est en hausse très rapide depuis le mois de décembre, le début de décembre dernier, un peu et plus précisément depuis le moment où a été fait l'annonce par les chefs d'État européens qu'on passait de moins 40 à moins 55% l'objectif de réduction des émissions. Alors, la première question qui peut se poser lorsqu'on regarde ce graphique, c'est bon, est-ce que c'est encore l'un de ces nombreux bruits conjoncturels? Ce n'est pas la première fois que le prix du quota s'élève, ou est-ce que c'est vraiment un changement d'orientation plus durable et plus structurel? On peut d'autant plus se poser la question que le quota de CO2 n'est pas la seule matière qui s'est mise à augmenter, hein, depuis décembre dernier. Hein, pour ceux qui sont un peu intéressés à l'économie des matières premières, vous aurez vu que beaucoup de matières premières, depuis la puce de silicium jusqu'au blé et au riz, hein, ont augmenté sur la période récente. Donc, même le prix du pétrole a pas mal augmenté. Donc, on va dire, ben voilà, matière première augmente, le quota de CO2 augmente. Moi, je pense que cette rupture, elle est, outre le fait qu'on n'avait jamais atteint des niveaux de prix au-delà de 30 € de façon durable, hein, depuis toute l'histoire des marchés, je pense que ce changement d'orientation reflète bien, par anticipation, des modifications fondamentales du système à cause du fait que l'objectif climatique européen devient contraignant véritablement, à mes yeux, pour la première fois, hein, depuis qu'on fait des plans climat ou des politiques climat. Ça, je crois que c'est un point important. Et souvent, parfois même de façon un peu polémique, on me dit « ouais, mais tu sais, le prix du quota augmente, c'est la spéculation, c'est les courtiers de Londres ». Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'appeler en renfort les courtiers de Londres, hein, pour comprendre que lorsque l'Union européenne décide de passer un objectif de moins 40 à moins 55%, ben, on se met des contraintes qu'on n'avait pas avant. Et c'est parce qu'on se met ces contraintes qu'on va être obligé de baisser le plafond dans des proportions significatives pour créer cette rareté et faire monter le prix. Alors, de combien? Bon, je ne vais pas vous assommer avec des considérations techniques, mais en gros,
sachez que dans la réglementation actuelle, hein, le plafond baisse de moins 2,2% par an, avec en plus un dispositif horriblement compliqué qui est géré par ce qu'on appelle une réserve de stabilité, dont je ne vais pas dévoiler le mécanisme, qui en gros fait qu'on ne peut pas savoir vraiment combien le plafond avance. Bon. Je crois qu'il y a un peu deux hypothèses, hein, pour, si on veut mettre en phase, hein, le système des quotas avec les objectifs climatiques. Hein. Ce n'est pas moi qui fais les calculs, hein, c'est un groupe d'experts qui travaille dans le cadre du Carbon Global Market Watch. Et c'est ce qui m'a semblé être le plus proche de ce que moi j'obtenais avec mes méthodes. Moi, j'ai eu des méthodes un peu, je fais des calculs de coin de table. Alors, hypothèse 1, il faut passer la baisse de moins 2,2% par an à moins 6% à partir de 2023. Pourquoi 2023? Parce que 2023, c'est le moment où la réforme va pouvoir commencer à rentrer en vigueur. C'est pas rien. C'est pas rien, passer de moins 2,2 à moins 6% par an. Hein, n'oubliez pas, ça se compose des intérêts. Donc, même si les intérêts décroissants, ça fait après des variations en valeur absolue, c'est pas rien. Une autre façon de faire, c'est de purger le machin, purger le dispositif la première année, en 2023, et puis après, on reste sur un moins 3%, qui grosso modo, hein, le moins 3%, c'est effectivement le rythme de baisse des émissions qu'il faut avoir pour atteindre le moins 55% en 2030. Donc voilà un peu, si vous voulez, la métrique, hein, sur le changement du plafond. Si on ne fait pas ça, on n'ira pas vers les moins 55% en 2030. Hein. C'est aussi simple que ça. Deuxième point, la gouvernance. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je rappelle que nous avons écrit il y a quelques années un papier commun avec Raphaël Trottignon, hein, sur faut-il une autorité indépendante sous le format d'une banque centrale du carbone. Bon, je pense qu'en réalité, il est clair qu'il y a un peu une confusion des genres dans le rôle de la Commission. La Commission est à la fois sur le marché du carbone un acteur qui, ex ante, contribue à la définition des règles, et puis en plus, c'est l'acteur qui est chargé aussi d'appliquer, hein, ces règles et de superviser le marché. Donc ça c'est une confusion des genres qui est tout à fait regrettable, et donc je pense qu'il serait extrêmement souhaitable, hein, qu'on clarifie les choses et qu'on délègue la charge de superviser ce marché au jour le jour à une autorité indépendante un peu. C'est peut-être pas la peine de le mettre directement à la Banque centrale, en ce moment on demande déjà beaucoup de choses de Banque centrale, mais un peu sur le modèle quand même d'une Banque centrale. Bon. La question clé après, c'est est-ce qu'on reste avec ce système de gestion avec une espèce de repère de quantitatif, hein, sur la responsabilité, ou est-ce qu'on passe plutôt vers des repères de prix? Bon, moi je pense que, si vous voulez, sur tous les marchés qui existent sur Terre où il y a une régulation, que ce soit le marché de la monnaie, le marché des bonds, le marché du gros bovin, le marché de la crevette, lorsqu'on veut suivre les marchés, on regarde les prix. Il ne faut pas pourquoi est-ce que le quota CO2 serait le seul marché qu'on pourrait réguler en regardant les quantités. Ça me paraît une vision totalement technocratique de quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une salle de marché. Alors, il me semble qu'il faut effectivement guider la gestion de ce marché en fonction de cibles de prix. Hein, cibles de prix. Alors, comment les fixer? Bon, on peut demander à des commissions d'économistes de donner des bons prix. Le problème, c'est que vous ne trouverez pas de commission qui vont vous donner des prix non seulement identiques, mais voisins, si vous voulez. Donc, ça va être compliqué. Bon, donc moi, je pense qu'il faut fixer ça avec un peu de repères à court terme. Il faut fixer un prix minimum qui rend systématiquement beaucoup plus coûteux l'usage du charbon que celui de tous les autres modes de production d'électricité sur le marché électrique. Et puis, il faut fixer une cible un peu à 2030, hein, qui est rentabiliser l'hydrogène vert. Donc, moi, j'ai fait des calculs un peu, pas en 2 minutes, comme j'ai un peu documenté ces deux questions. Et puis, je suis arrivé à l'idée que, en gros, avec 45 € la tonne comme plancher au démarrage, c'est très rare qu'on puisse ne pas perdre d'argent en brûlant du charbon à ce prix-là, avec ce prix-là.
Et puis en 2030, 100 € la tonne de CO2. En gros, ça rend compétitif l'hydrogène vert par rapport à l'hydrogène sous-produit des hydrocarbures, qui, je le rappelle, lorsqu'on met de l'hydrogène sous-produit des hydrocarbures dans une Toyota ou un autre quelconque véhicule à hydrogène, ça limite les pollutions locales, mais ça ne limite pas du tout les émissions de CO2, puisque tous les calculs en cycle de vie montrent que ça met un peu plus de CO2 qu'un bon moteur thermique bien efficace et sur une voiture pas lourde et de préférence diesel. Voilà. Donc, voilà un peu sur le deuxième point. Troisième point, élargir le marché. C'est une question, je crois, tout à fait curieuse. Pourquoi est-ce que on a cette espèce de dichotomie en Europe avec d'un côté les émissions concentrées industrielles et le secteur énergétique, et de l'autre côté les émissions sur lesquelles il n'y a pas de rationnement. C'est quand même un truc bizarre. Bon, quand on regarde un petit peu l'historique des choses avant un démarrage du marché entre 2000 et 2004, on voit que ça répond aussi à des logiques institutionnelles. Ce n'étaient pas les mêmes morceaux de la Commission européenne qui s'occupaient du transport, de l'énergie, de l'environnement ou de l'agriculture. Et évidemment, comme dans toute institution du type commission ou gouvernement, c'est encore pire si vous regardez les fonctionnements des ministères en France, les différentes branches, au lieu de coopérer, souvent sont un peu de la compétition, voyez-vous, notamment pour avoir plus d'argent, plus de pouvoir, etc. Donc c'est un peu ça aussi qui explique qu'on a cette dichotomie. Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut élargir et jusqu'où élargir? Je crois que aujourd'hui, il n'échappera à personne que la Commission a effectivement plusieurs projets d'élargissement. Mais est-ce qu'on a des repères qui nous permettent de dire jusqu'où élargir et pourquoi? Alors moi, je veux dire, c'est très simple. Et en général, on a intérêt à revenir à des choses simples, aux basiques. C'est-à-dire souvent, les basiques sont simples, et puis après, c'est quand on rentre les basiques dans le cycle de la discussion politique, là, ça devient plus compliqué. Alors, en gros, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de rationner le carbone suffisamment rapidement à l'horizon 2030 pour être en phase avec l'objectif de neutralité climatique à 2050, et peut-être même un peu avant, puisque vous avez vu que l'Allemagne est passée à 2045. Ce n'est pas une course à l'échalote, c'est parce que, effectivement, si on veut avoir quelque chose de reprendre la main sur le climat, il faut quand même aller très vite, on n'a pas beaucoup de temps. Pour viser cette neutralité climatique, vous avez deux jambes. Vous avez en gros les émissions de CO2 qui sont liées à l'usage des énergies fossiles, plus les émissions qui sont liées à des process industriels qui ne sont pas strictement de l'utilisation d'énergie fossile, comme la fabrication du ciment ou de l'acier, plus quelques gaz non CO2 qui sont aussi utilisés. Tout ça, ça représente à peu près 70% des émissions. Ces émissions sont parfaitement faciles à mesurer, quantifier. Aucun problème technique pour les mettre dans le système. Et ne pas les mettre dans le système est quand même très embêtant sous l'angle de l'efficacité, puisque l'une des raisons pour lesquelles on va privilégier un système de rationnement avec flexibilité, du type système des quotas, c'est parce que c'est la façon la plus efficace, donc la plus économe d'avancer. Donc, sitôt que vous n'avez pas cette unicité du dispositif, vous créez des distorsions entre secteurs, notamment secteurs sous-cotés et secteurs qui ne sont pas sous-cotés. L'autre jambe, c'est tout le volet agroécologique qui, en gros, représente à peu près 25% des émissions mondiales qui sont liées à tout ce qui a trait au carbone vivant, de la biodiversité, le relâchage du CO2 depuis les sols et les forêts, les émissions de gaz à effet de serre hors CO2, méthane et N2O de l'agriculture. Ça, c'est un autre environnement, si vous voulez, et le prix du CO2 n'est pas du tout, je crois, l'outil adapté pour accélérer ou même pour initier ces transitions agroécologiques. Donc, ma préconisation est excessivement simple. L'objectif, ça devrait être de couvrir l'intégralité de la première jambe de la neutralité climatique. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un prix du CO2? Tout simplement parce qu'il faut accélérer cette transition, et cette transition, elle a des volets. Il faut rajouter de nouveaux moyens, faire de l'efficacité, mais il faut surtout sortir des énergies fossiles. Et si vous voulez sortir vite des énergies fossiles, quelle est la meilleure façon que de tarifer, renchérir le coût des énergies fossiles sans donner le renchérissement de ce coût des énergies fossiles aux producteurs d'énergie fossile, évidemment.
c'est ce qui se passe quand vous augmentez le prix du pétrole. Vous avez un effet positif pour la demande, mais du coup, vous incitez les producteurs à aller en investir. Est-ce qu'il y a des difficultés techniques pour faire ça? Je vous l'ai dit tout à l'heure, non, je le réitère, il n'y en a pas. Il y a des contraintes politiques et il y a un curieux débat en ce moment qui s'est développé au sein de l'Union européenne, dans lequel vous avez finalement à la fois des lobbies industriels purs et durs et puis des ONG qui vous disent non, il ne faut pas notamment élargir vers les transports et les bâtiments internes parce que ça risque de se faire au détriment des régulations qui existent déjà dans ces secteurs. Je ne comprends pas cet argument, si vous voulez, parce qu'il me semble qu'au contraire, ces régulations seront beaucoup plus faciles à mettre en vigueur si on a un prix du carbone aussi dans ces secteurs. Donc, à mes yeux, il n'y a pas contradiction. Bon. Et je pense qu'en réalité, on a peur. En fait, on a peur d'élargir ce système trop largement parce que on ne sait pas très bien gérer après les effets boomerang, les effets de retour, notamment les effets qui sont liés à la redistribution. J'y reviendrai dans un instant. Le gouvernement français a adopté cette position qui va consister à ne pas défendre l'élargissement du système aux émissions du transport et liées à l'usage des bâtiments ou des petites installations de combustion, pour des raisons, à mon avis, assez obscures, mais bon, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Et donc, le compromis serait d'élargir uniquement aux transports internationaux, maritimes et aviation. Et derrière ça, il y a une espèce d'idée un peu fausse qui circule, hein. C'est que comme ça concerne l'international, ce serait plutôt l'international qui paierait. Non, en réalité, c'est nous qui allons payer. Hein. Donc, cette vision dont on reparlera à propos de l'ajustement aux frontières est une tromperie qui est parfois utilisée par des politiques à l'égard des citoyens. On fait croire que c'est les Chinois qui vont payer la taxe à la frontière, mais évidemment, ce n'est pas les Chinois, c'est nous qui allons payer la taxe aux frontières. Voilà sur l'élargissement. Venons-en maintenant aux allocations gratuites. Hein. J'en suis à l'avant-dernier point, je crois, c'est ça. La redistribution, encore 2-3 points. Alors, les allocations gratuites, on ne va pas épiloguer très longtemps. Depuis que le marché existe, vous avez des secteurs industriels qui sont sous quota, qui essayent de faire croire que c'est eux qui pâtissent, qui subissent le plus de contraintes. Bon. Si vous regardez les chiffres, et c'est ce qui est visualisé sur ce diagramme que j'ai tiré des rapports évidents qui sont faits par la Commission européenne, hein, c'est moi qui l'ai fait quand même, vous voyez que, en gros, tous ces grands secteurs ont reçu plus de quotas qu'ils n'en ont restitué. Vous voyez, donc le bilan net en termes financiers, il est positif, il peut être très positif pour certains secteurs. En réalité, d'un point de vue économique, la chose est assez simple. Protéger les industriels avec un système de quotas gratuits, ça revient à les protéger avec une subvention aux énergies fossiles. Point barre. Et c'est encore plus vrai lorsqu'on donne des quotas gratuits à des industriels qui vont investir dans de nouveaux outils de production qui utilisent de l'énergie fossile. Donc, et ça perturbe de façon beaucoup plus grave qu'on imagine le fonctionnement du système. Je ne rentre pas dans les détails, et surtout, je n'ai pas envie de créer des polémiques inutiles. Hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accorder de soutien aux industriels. Ça veut dire qu'il ne faut en aucun cas donner des soutiens aux industriels qui sont des subventions aux énergies fossiles. Il faut trouver d'autres modes de soutien. Et évidemment, de préférence, des modes de soutien qui vont les inciter à soit reconvertir leurs outils de production lorsque c'est possible pour supprimer l'usage des fossiles, soit les reconvertir pour annuler l'effet des émissions, ça peut être de la CCS par exemple, soit fermer des installations industrielles si on ne peut faire ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas 36 000 façons de réduire les émissions de CO2 dans l'industrie. Hein. Soit vous reconvertissez vos installations, soit vous rajoutez de la CCS, soit vous les fermez. Mais il y a un moment,
il faut appeler un chat un chat. Si on veut accélérer la transition énergétique et atteindre moins 55%, on ne peut pas continuer à brûler du charbon, du pétrole ou du gaz naturel à tire-larigot dans les grandes installations du sol. Donc ça, je crois que c'est un point très important. J'étais beaucoup moins convaincu de ça au début. Je me souviens des discussions qu'on a eues avec Denis et Franck. On se disait, mais oui, c'est vrai, quand on raisonne à la marge, l'incitation est la même, etc. En réalité, dans le monde réel, l'incitation n'est pas la même. Et on ne peut pas passer sa vie à défendre des quotas gratuits et en même temps s'occuper de la réduction des émissions. Il y a un moment, il faut choisir et c'est le politique qui doit choisir. La question des impacts redistributifs. J'ai encore quand même, je ne sais plus très bien, le temps des FLM, c'est 1 heure, hein, donc j'ai encore un peu 20 minutes. Donc là, on va regarder un peu plus près. La question des impacts redistributifs est évidemment d'autant plus importante que, on supprime les allocations gratuites et que, 2, le prix du CO2 augmente. Donc, plutôt que de faire un cours de théorie économique, en plus, moi je ne suis pas très fort en théorie économique, il m'a semblé utile de faire un peu de l'économie tableur, hein, si vous voulez, c'est-à-dire de regarder dans un tableau Excel comment est-ce qu'on peut redistribuer le produit de la rente carbone et d'abord à combien ça s'élève, etc. Donc, j'ai fait un peu la démarche suivante. J'ai imaginé que nous sommes en 2023. J'imaginais que c'est moi qui prends la décision, par exemple. Hein. Donc, on est dans le 2023. On bascule l'ensemble des émissions liées à l'usage des énergies fossiles et aux process industriels dans le système des quotas. On met en plus un mécanisme à la frontière dont je vais parler après dans le 6e point. Et on suppose que le prix n'est qu'à 45 € la tonne. Bon, donc ça nous donne un produit total, hein, des enchères ou du système à la frontière qui est de un peu plus de 130 milliards d'euros. 130 milliards d'euros, ce n'est pas tout à fait l'épaisseur du papier à cigarette, hein, si vous voulez. D'autant plus que le prix aujourd'hui est à 55. Donc 55, hein, j'ai fait le calcul juste avant en faisant mes slides ce matin, je voulais les remettre les nouveaux chiffres, mais je n'ai pas eu le temps. Vous augmentez un peu plus de 22%. Si demain on est à 60, hein, bon, vous voyez, donc simplement le raisonnement est le même, hein, on met quelques milliards en plus. Hein. Comment est-ce qu'on peut répartir ce prix? Alors, comment ça se fait depuis 2015, depuis 2005? Comment ça se fait pendant les 15 dernières années? Ça, c'est véritablement un domaine. Vous avez 2 domaines sur lesquels on n'est pas très à l'aise, hein, lorsqu'on explique les choses à la commission. Le premier domaine, hein, c'est le détail des fonctionnements des réserves qui sont redistribuées aux industriels. Bon. Parce qu'en réalité, une partie de ces réserves, c'est des choix des autorités nationales. Donc, hein, comment est-ce que les Polonais ou les Bulgares ou même les Français hein, redistribuent des réserves à leurs industriels? C'est quand même pas une transparence très grande. Bon. Et la deuxième, c'est le produit des enchères. Il y a une règle. Alors, la règle, c'est que dans la directive, on dit qu'au moins la moitié du produit des enchères devrait aller vers des actions climatiques. Voilà. Il y a soi-disant un reporting hein, qui doit être fait, mais enfin, ce reporting n'est pas vraiment très sérieux. Simplement, chaque État a l'obligation d'envoyer à la Commission chaque année un papier hein, disant qu'est-ce qu'il a fait de ces enchères. Bon, évidemment, tout le monde respecte la règle. Hein. Il n'y a rien de plus facile en matière budgétaire. Hein. C'est comme quand on parle de l'aide publique au développement. Si vous verdissez l'aide publique au développement, ça n'augmente pas l'aide publique au développement. Simplement, vous mettez un label vert sur des choses que vous faisiez avant. Bon. Un peu comme les climate bonds. Hein, si donc là, on est vraiment sur des choses qui ne sont pas du tout rigoureuses et organisées. Donc moi, je pense que si on veut élargir le système des quotas et surtout avec un régime de prix du carbone qui devient significatif,
il faut réfléchir à la redistribution avec des volets stratégiques, des volets de défense de l'industrie, évidemment, de réindustrialisation, et puis des volets sociaux. Sinon, on va créer les gilets jaunes européens et pas français, c'est ce qu'on appelle la France. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, moi, je pense que d'abord, il ne faut pas faire table rase de ce qui existe déjà. À l'heure actuelle, il y a une petite partie des produits des enchères qui sont redirigés vers des programmes d'intérêt général au niveau européen. Puis vous avez une petite partie qui sont redirigés vers les pays moins avancés. Donc ça, c'est des embryons de choses qui sont intelligentes, mais je pense que si on veut élargir, il faut aller beaucoup plus loin. Comment? Eh bien, d'abord, si on veut élargir au transport de bâtiment, et c'est là le point le plus compliqué, le point le plus obscur dans ce qu'on peut faire ou pas faire, il faut redistribuer au ménage. Parce que quand vous mettez en place une petite taxe carbone en France, vous augmentez un tout petit peu, un petit peu plus qu'un petit peu dans certains cas, le prix des carburants et du gaz. Si vous ne faites pas, un, de la pédagogie, deux, de la redistribution, vous risquez de créer quand même quelques vagues. Bon, ce sera pareil au niveau européen. Donc, il faut créer un chèque vert. La grosse difficulté, c'est que en réalité, l'Union européenne n'a pas vraiment la prérogative sur tout ce qui est redistribution nationale. Donc, il faut faire un accord avec les États nationaux. C'est pas simple à faire, mais j'ai calculé qu'avec les hypothèses que j'ai indiquées tout à l'heure sur le prix et sur le scope, on peut faire un chèque vert d'environ 75 milliards d'euros, ce qui fait à peu près, si ma mémoire est bonne, 400 euros par habitant si on répartit par capita. Si on cible plus les habitants qui en ont le plus besoin, on peut faire plus du reste. Bon. Ensuite, il y a une partie qui doit aller en ressources propres du budget européen. C'est la partie qui viendra des prélèvements frontières, si vous voulez, parce que là, on est dans une logique institutionnelle. Le budget européen a été construit dès le début en mettant les droits de douane communs, même s'il n'y a plus de droits de douane depuis une belle lurette entre la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, c'est pas très bon exemple, les autres pays de l'Union européenne. Bon, si on met un prélèvement aux frontières, logiquement, il faut qu'il aille dans ses ressources propres en addition. Bon, donc ça met de l'argent dans le budget européen, qui par parenthèse va quand même en avoir un peu besoin, parce que pour l'instant, il y a quand même beaucoup de dépenses supplémentaires, et puis il faut les deux autres volets, les différencier entre ce qui va être du ressort des politiques nationales et puis le fonds de modernisation et innovation, qui est un fonds quand même très important. Là, j'ai mis 22-13, on pourrait mettre un peu plus sur le fonds de modernisation et innovation. Encore faut-il trouver des projets intelligents pour investir dans 13 milliards d'euros. Je rappelle que dans le passé, lorsqu'on a fléché une partie du produit des enchères vers des projets pilotes, notamment l'idée au début de la troisième phase, c'était de les flécher vers des projets de CCS, on n'a pas trouvé les projets en face. Donc, et c'est la Banque européenne d'investissement qui gérait ce truc-là. Donc, vous regardez le bilan qu'elle fait, de dire, voilà, moi, j'ai reçu depuis les quotas, je ne sais plus combien de milliards d'euros, je n'ai pas pu les dépenser parce que je n'ai pas mis en face des projets. Donc, il ne suffit pas d'avoir l'argent, il faut aussi avoir les projets. Et qu'est-ce qui est le plus rare, les projets ou l'argent? Quand on est sur de l'innovation, et que ce soit l'innovation bas carbone ou d'autres, du reste, souvent, les projets sont quand même rares. Il ne suffit pas de mettre de l'argent. C'est un peu comme pour la rénovation thermique. Quand vous écoutez les débats sur la rénovation thermique, vous avez l'impression que c'est uniquement une question de milliards, comme si ce n'était pas plein de goulots d'étranglement du côté de la formation des artisans, l'offre, une filière, etc. Voilà, si vous voulez, sur les impacts distributifs. Donc ça, je pense que c'est vraiment, c'est un peu l'angle mort, vous voyez, de ce qu'on peut faire ou pas faire au niveau européen. Je n'ai aucune idée de si ce volet sera abordé explicitement ou pas par la Commission le 14 juillet prochain. Il y a d'autres volets sur lesquels je sais à peu près ce qu'ils vont dire, mais là, je ne sais pas très bien. Je pense que je ne vois pas très bien qu'est-ce qu'ils pourraient dire, parce que politiquement, c'est compliqué. Politiquement, n'oubliez pas que nous sommes 27 membres, puisque maintenant les Britanniques ne sont plus avec nous, et que c'est loin d'avoir un consensus entre les 27. Déjà, sur des points aussi importants que, par exemple, jusqu'où élargir, on n'est pas d'accord entre la France et l'Allemagne. Mais
parle pas du nucléaire, bon, c'est pas la peine de s'énerver pour pas grand-chose, mais oui, donc c'est quand même un point politiquement chaud, politiquement important, et pourtant ça conditionne beaucoup ce qu'on peut faire ou ne pas faire en matière d'élargissement du dispositif. Dernier point, mes amis, nous arrivons quand même, pour ceux qui n'ont pas décroché, le mécanisme d'ajustement aux frontières, ce fameux mécanisme que certains voient un peu comme une sorte de Deus ex machina, de miracle qui va résoudre plein de problèmes. Bon, il y a un peu une illusion là-dedans, hein, que quand on a du mal à résoudre un problème domestique, ben on se dit que essayons de regarder la chose sous un angle précis et concret. Je le signale au passage, si certains d'entre vous veulent approfondir, parce que je viens de me rendre compte qu'il y a un minuteur sur mon écran et que je suis à 50 minutes 58 secondes, donc il ne faut pas que je m'attarde trop. Si certains d'entre vous veulent approfondir, j'ai fait dans le policy brief et dans le document sur cette question-là, une petite annexe technique, hein, pour expliquer les choses, hein, un peu à la façon d'un prof, hein, vous voyez, graphique à l'appui avec. Alors, premier point, la justification politique du mécanisme d'ajustement aux frontières est généralement présentée de la façon suivante. Il y a un énorme risque si on se met des contraintes trop fortes et que les autres n'ont pas de contraintes, et si on a un prix du carbone à 100 € et que les autres ont 0 €, que, vous savez, c'est les vases communicants, on va réduire les émissions ici, mais on ne va pas les réduire totalement, parce qu'on va les délocaliser et on va les retrouver chez nos partenaires commerciaux. Bon. Cette vision, il y a peut-être un risque dans le futur, mais je voudrais quand même remettre les choses à leur juste niveau. Depuis 2005, c'est-à-dire depuis la première année d'introduction du système des quotas, on ne trouve pas trace d'une quelconque fuite de carbone aux frontières. Et quand on parle de fuite de carbone aux frontières, il faut évidemment parler de la frontière européenne et pas de la frontière française. Hein. S'il y a une fuite de carbone entre la France et l'Allemagne, comme c'est l'Europe qui est capée, qui est plafonnée, ceci est du... Évidemment, je ne dis pas qu'il faut qu'on exporte nos émissions vers l'Allemagne, mais oui, il faut quand même rêver. Si vous regardez les courbes qui comparent les évolutions des émissions territoriales avec celles de l'empreinte de consommation et comment est-ce qu'on passe de l'une à l'autre. L'émission territoriale, c'est celle qui est mesurée par l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre en France, réalisé par le CITEPA, et qui mesure toutes les émissions qui sont produites sur le territoire français. Si on passe à la consommation, il faut rajouter les émissions qui sont incorporées dans nos importations et enlever celles qui vont vers les exportations. C'est comme ça qu'on fait sur le plan macro. Quand vous comparez les deux, vous verrez que depuis 2005, aussi bien en France qu'en Europe, la diminution des émissions territoriales est à peu près au même rythme que celle de l'empreinte de consommation. Elle est même un peu plus rapide en Europe qu'en France, pour les émissions de l'empreinte que pour les émissions du territoire. Donc, ce point est très important. Pour l'instant, il n'y a pas de trace de fuite de carbone, ni en Europe, ni en France, contrairement à ce que beaucoup imaginent. Néanmoins, il y a un risque. Le risque, c'est quoi? C'est qu'effectivement, si demain on paye le CO2 100 € la tonne et qu'il n'y a plus d'allocation gratuite, ça peut poser quelques difficultés pour certains secteurs. Donc, voyez-vous, le problème, il est plutôt d'anticiper de ce qui pourrait se produire demain que de se dire qu'il y a une chute de carbone. Donc, ça c'est le premier point. C'est un volet important. Et vous voyez que tout de suite, j'ai rattaché la question de ce mécanisme d'ajustement aux frontières à celle des enchères. Car en réalité, il me semble que la première des préoccupations sur le mécanisme d'ajustement aux frontières, c'est d'abord de voir comment est-ce qu'on peut rendre plus efficace notre système de réduction des émissions en couplant
la suppression des allocations gratuites, un mécanisme de protection à la frontière qui éviterait justement d'avoir à subventionner les industries exposées, les subventionner soit avec des quotas gratuits, ce qui est la pire des solutions, soit avec d'autres formes d'aide publique qui pourraient être des aides à l'innovation, des aides à la restructuration, ce qui serait un moindre mal par rapport à l'allocation gratuite et ce qui ne coûterait pas du tout plus cher, hein, parce que l'allocation gratuite, c'est une perte de substance financière pour l'État. Donc, si l'État reçoit les allocations et réutilise le produit des allocations pour faire des aides à l'innovation ou à l'adaptation des industries concernées, on ne perd pas d'argent ici. Donc, ce point est très important. Deuxième point, sans rentrer dans les détails, hein, je voudrais attirer votre attention sur 2 points. Et ce seront les seuls points qu'on va faire sur cette question-là. Sur le plan de la technique et de la stratégie industrielle, un point extrêmement important que j'ai vu assez rapidement parce que, en réalité, le mécanisme d'ajustement aux frontières qu'on veut mettre en place pour le CO2 est exactement sur la même logique que le mécanisme qui a été mis en place dans le cadre de la politique agricole commune pour garder le prix du blé ou le prix de la viande bovine ou le prix du lait plus élevé que le marché international. Pareil, on met un sas à l'entrée et un sas à la sortie. Et il se trouve que moi, j'ai opéré dans ces zones agricoles à cette époque de ma vie professionnelle. Et tout de suite, on a vu que l'énorme problème qui était posé, ce n'était pas tellement la protection des producteurs de blé, mais c'était les produits transformés. Parce que qu'est-ce qui paye l'ajustement aux frontières? Pas les Chinois, ce n'est pas les Indiens, ce n'est pas les Turcs ou les Tunisiens, qui sont effectivement des zones économiques qui exportent vers l'Union européenne des produits qui sont dans les industries sous quota. C'est des clients. Donc, ça va être qui va payer l'ajustement aux frontières si vous mettez un ajustement sur l'acier? Ça va être les acheteurs d'acier. Ce n'est pas vous et moi, nous, on met pas d'acier, on n'achète pas d'acier brut. Ça va être les industriels qui fabriquent des éoliennes ou ceux qui fabriquent des voitures, etc. Donc, vous avez un risque, vous voyez, de déplacer. Un risque de déplacer en protégeant les industries qui sont sous quota au détriment des industries aval. Pareil pour l'électricité. Pareil pour… donc, toute la difficulté pratique pour mettre en place l'ajustement aux frontières, c'est de surveiller qu'on ne pénalise pas les secteurs clients au profit des secteurs amont. Et en général, les secteurs clients sont beaucoup plus stratégiques pour l'avenir de l'industrie européenne que les secteurs amont. Et la chimie fine, c'est quand même un point très important. Les produits qu'on peut faire à partir de l'acier brut, c'est quand même très extrêmement. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et à moins de mettre en place un système qu'on pourrait qualifier de protection généralisée dans lequel on taxerait toutes les composantes qui ont été utilisées pour fabriquer le cachet d'aspirine, l'éolienne, la gourde en métal que j'ai là, tu vas bientôt voir, l'iPhone, etc. Oui. Donc, c'est un point extrêmement complexe et donc je pense que ceci doit amener à une vision très pratique. Il faut commencer l'ajustement aux frontières pour les secteurs sur lesquels on va maîtriser les effets aval et ne pas rentrer tout de suite dans les secteurs les plus compliqués. Les secteurs les plus compliqués, c'est bien connu, c'est par exemple la chimie. Si vous mettez la protection aux frontières sur la chimie, c'est horrible parce que les chimistes n'arrêtent pas de s'échanger des produits intermédiaires, etc. Donc voilà le premier point. Et donc, il me semble, je crois que ça va être à peu près suivi du reste par la Commission, qu'il faut mettre en place un mécanisme par vagues successives, en commençant par les plus simples et en testant qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne. L'autre volet, l'autre difficulté est beaucoup plus politique. C'est bien gentil de dire je mets en place un ajustement aux frontières, mais qui mesure et qui décide du degré de contrainte des politiques climatiques en dehors de l'Europe? Et puis, comment je fais avec les pays moins développés? Les pays moins avancés, on va faire payer vraiment une taxe aux frontières à la Guinée-Conakry ou à la République démocratique du Congo? Vous voyez le truc. Hein. Donc, en réalité, derrière la question de l'ajustement aux frontières ne peut être qu'un instrument. Mais là, il y a une question beaucoup plus fondamentale qui est la question de la doctrine qu'on a en matière commerciale. Quelle est la doctrine européenne en matière
d'échanges commerciaux internationaux. Et jusqu'à présent, et de façon un peu parfois naïve, hein, l'Union européenne est la seule grande zone économique qui reste attachée fortement aux règles hein, de libre-échange, à la liberté du commerce, etc. Pour moi, le pas qui a été fait, et il a été fait de façon un peu rapide hein, par la présidente de la Commission européenne dès le démarrage du pacte climat, c'est de dire désormais, il faut subordonner les règles de liberté du commerce à des normes supérieures, ces normes climatiques. La norme climatique l'emporte hein, sur le principe de liberté du commerce, et ça, c'est extrêmement important, je crois, pour notre futur commun, car on voit bien que, de même qu'à l'intérieur d'une économie, les principes de libéralisme, vous n'allez jamais lutter efficacement ni contre le changement climatique, ni contre l'érosion de la biodiversité, ni contre les pandémies, hein, si vous laissez fonctionner les marchés sans régulation. C'est pour ça qu'il faut mettre en place un système de rationnement et de flexibilité pour le CO2. C'est pareil pour le commerce international. Je crois que c'est peut-être derrière la complexité technique du sujet qui croyez-moi, n'est pas simple. Vous regarderez, pour ceux qui sont intéressés à l'encadrer dans le policy brief, il y a une question de politique commerciale qui, je crois, est une question assez majeure dans les années qui viennent. Et peut-être que par ce biais-là, l'Union européenne pourrait devenir audible hein, dans les grands débats internationaux, parce que vous savez quand même maintenant, pas loin de 10 ans, que le monde est, subit hein, ces guerres commerciales entre les États-Unis et la Chine, qui en gros font à peu près ce qu'ils veulent, en dépit de toutes les règles de l'OMC, et l'Europe continue à lire les règles de l'OMC. Bon, pour conclure, c'est assez simple. Le 14 juillet, donc pour ceux qui regarderont le défilé, ils regarderont le défilé. Hein, on a le droit de regarder le défilé, on n'est pas forcé, hein, jour de la fête nationale, de s'occuper des questions climatiques. Mais pour ceux qui vont suivre un petit peu les annonces qui seront faites par la Commission, je crois que il faut avoir en tête cette leçon qui nous est donnée par le carré. C'est parfois les gens qui font des dessins ont une façon d'exprimer des messages beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus efficace hein, que les longs discours d'économistes. Donc ça, c'est Greg Perry. Hein. Et bon, c'est à propos de la taxe carbone au Québec. Hein. Naturellement, vous ne voyez aucune transposition possible au travers l'océan Atlantique. Hein. Mais vous voyez ce politicien qui est effrayé là, par la souris taxe carbone et ce faisant, il a beaucoup plus peur d'une hausse du prix du CO2 que du réchauffement du climat, hein, une espèce de dragon qui derrière va bientôt le manger. Donc, ayons bien en tête, si vous voulez, qu'il ne faut pas avoir peur de la hausse du prix du carbone. Par contre, il faut quand même vraiment commencer à s'inquiéter sérieusement sur le réchauffement climatique. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et quand on a mis un dessin j'ai un collègue, non, c'est pas un collègue, moi je ne suis pas vraiment dessinateur, d'un caricaturiste québécois, refranchissons l'Atlantique, et j'aime beaucoup cette caricature de Pierrick hein, qui vous dit, voilà, les experts vous disent, il serait déjà trop tard pour sauver la planète, ouais, chouette, du coup je peux continuer puisque c'est foutu, avec mon tracteur, avec ma voiture, avec mon usine, avec mon camion. Non, il n'est pas trop tard. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Christian, toujours aussi subtil et pertinent sur ces thèmes. Voilà, je vois déjà Edouard qui se réserve une première question et je suis sûre qu'il y aura d'autres interventions. Vas-y, Edouard. Bonjour, ça fait plaisir de te revoir, même si c'est pas. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît? Je disais, ça fait plaisir de te revoir, même si c'est par visio. J'avais une première réflexion sur la question que tu as dit sur la redistribution par un chèque vert. Autant moi, je suis tout à fait pour qu'on recycle en fait les taxes carbone
en chèque vert dans les différents pays. Autant à l'échelle européenne, j'y crois pas trop. Alors, il y a les difficultés politiques, mais en fait, je pense qu'il va y avoir une question de transfert intra-Europe qui vont être assez défavorables en fait aux pays en fait aux pays les plus entre guillemets pauvres de l'Europe entre guillemets parce qu'en fait finalement ce qui va jouer c'est un peu l'empreinte carbone, enfin les émissions directes qu'on va avoir dans les pays, et les émissions directes elles sont plutôt plus élevées dans les pays d'Europe de l'Est que dans les pays d'Europe de l'Ouest comme la France ou même l'Italie ou l'Espagne. Et du coup, finalement, avoir un marché carbone qui fonctionnerait risquerait peut-être de déplacer en fait un chèque vert. Ça, pour moi, ça redistribuerait plus que leurs cotisations à des pays, aux pays de l'Ouest européen qu'aux pays de l'Est. Du coup, à mon sens, ça peut être une difficulté. Alors que quand on le fait en intra-pays, finalement, enfin, quand on recycle la taxe carbone en intra-pays, là, on arrive à avoir quelque chose qui corrige la régressivité de la taxe carbone assez bien. Tu en avais d'autres en même temps ou c'est la seule que tu poses? Non, pour l'instant, c'est la seule. Ok, bon, c'est rigolo parce que j'ai eu le même débat il n'y a pas très longtemps avec un groupe de gens et notamment avec Christian Gaulier. Alors d'abord, le sens des redistributions en détail n'est pas si évident que ça, parce que le chèque vert se justifie par le fait qu'on élargit le système des quotas. Et autant il ne fait aucun doute que les émissions électriques polonaises sont bien supérieures à celles de la France, autant sur les autres composantes, notamment le transport, c'est moins évident. Donc, il reste à faire le calcul. Ceci dit, peut-être que là, pour aller dans ton sens, il y a deux façons de faire pour corriger. La première, c'est de différencier le montant du chèque vert soit par pays, soit par niveau de revenu. Bon, je l'ai pas proposé, je ne suis pas rentré dans les détails, mais l'intérêt d'avoir un chèque per capita identique, c'est que c'est assez simple. Hein, et quand même, le montant per capita, même si il pourrait donner l'impression que il n'avantage pas tous les pays les plus pauvres, il représente quand même beaucoup plus hein, en termes de niveau de vie, hein, en Pologne ou en Bulgarie, encore plus qu'à l'ouest. Hein, donc l'objection, ça mérite d'être étudié de plus près. Bon. La principale difficulté me paraît être de nature institutionnelle. C'est que là, en matière de construction européenne, hein, on a des domaines dits de subsidiarité qui restent des domaines de prérogatives nationales et des domaines qui sont de niveau européen. Bon. Par exemple, un système de quotas est au niveau européen, mais la fiscalité est au niveau national. C'est un peu, et les politiques sociales et les politiques de redistribution sont du domaine de la subsidiarité. Donc, je pense que la difficulté la plus considérable pour aller vers un tel dispositif, ce serait effectivement de dépasser ce cadre, hein, ce carcan de la subsidiarité. Est-ce que c'est possible? Si on commence par se dire ex ante que c'est impossible, évidemment, ça va rester impossible. Peut-être que les urgences climatiques vont obliger demain à faire des choses que hier on considérait comme impossibles. Moi, ça me paraît quand même des choses qu'on est en droit sinon d'espérer, du moins de considérer. Bon. Ce que je dis, c'est que je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait élargir le système des quotas aux émissions diffuses, hein, pour faire vite, sans créer une contrepartie forte pour éviter l'effet boomerang. Alors peut-être que la bonne solution, c'est
pas passer par un chèque vert, passer par un autre mécanisme. L'autre volet, c'est est-ce que cet élargissement n'a pas d'intérêt? Moi, je pense que cet élargissement a un intérêt extrêmement important parce que c'est, à mes yeux, la seule voie qui permet d'accélérer sérieusement la transition énergétique et cette nécessaire sortie des fossiles. Et si l'Europe est effectivement la seule grande zone économique à faire ça, je pense qu'elle aura véritablement un poids dans les négociations internationales qu'elle n'aura pas s'il ne le fait pas. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il faut le faire, mais je retiens que d'ici le prochain FLN, il faudra quand même que je regarde un peu plus près ces échanges entre pays que je n'ai pas en fait regardé de façon suffisamment près. Donc, tant qu'on n'a pas passé quelques journées sur des tableaux Excel, on n'est pas tout à fait sûr de ce que ça donne en vrai. Donc, merci en tout cas pour ta question qui, comme en général, les questions que tu poses du reste sont à la fois des questions très pertinentes et auxquelles il n'est pas si facile que ça d'apporter une réponse définitive. Christian, il y a des questions dans le… Je vois que M. Jacques Roger a levé la main. Oui, il y a M. Roger qui a levé la main et il y a des questions que tu peux lire ou si tu veux. Je ne vous entends pas très bien. Hein. C'est peut-être mon… mieux? Oui, c'est mieux, oui. Oui, je disais, oui, on va demander à M. Roger d'intervenir. Et il y a des questions aussi dans les chats. Je ne sais pas si tu les vois. Attends, oui, non, je suis en train de… Je ne vous entendais pas très bien, tout simplement parce que mon micro n'était pas bien mis. Là, je vous entends beaucoup mieux. Alors, le chat, il est où, le chat? Oh là là, c'est compliqué, votre truc. Peut-être qu'entre-temps, M. Roger, je vais poser la question. Il faut que je me mette en plus, je crois. Oui, M. Roger, je vous écoute. Oui, Voilà. Roger Machard, Jacques. Mon prénom, c'est Jacques et mon nom, c'est Roger Machard. Ah, excusez-moi, oui, mais moi, comme ça a été écourté par le… C'est le début de mon email. J'ai marqué que Roger, excusez-moi. Oui. Je voudrais exprimer une opinion sur la taxe aux frontières de l'UE, qui est présentée comme une défense de l'industrie européenne contre des concurrents qui nous exporteraient du carbone. Je crains beaucoup ce que serait une taxe selon le poids carbone des produits, et ce sera forcément une usine à gaz extrêmement compliquée et parfaitement illisible et peu praticable. Et je voudrais revenir à ce que pourrait être politiquement un objectif de cette taxe aux frontières, c'est-à-dire une incitation aux pays exportateurs vers l'Europe à mettre en place un dispositif carbone du style des quotas de l'Union européenne. Et que ce soit donc une taxe pour tout pays ou toute région exportatrice vers l'Europe, fonction du prix carbone qu'elle n'a pas ou qu'elle aurait insuffisamment par rapport au système européen. Et c'est donc une autre vision de la taxe carbone qui serait très simple, un montant unique pour tout pays produit émanant de ces pays exportateurs vers l'Europe, et non pas un truc compliqué comme envisagé actuellement par les technocrates de l'Union européenne. Je répondrai deux choses. Bon, le premier point, si vous voulez, le fait que on a un risque de faire beaucoup trop compliqué, je partage complètement le point de vue. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il est souhaitable de faire les choses par étapes. Et je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour certains secteurs que pour d'autres. Donc, la façon la plus simple de gérer le volet, c'est de commencer par les secteurs où c'est les plus simples. Le deuxième point, je ne suis pas certain d'avoir totalement compris le mécanisme alternatif que vous proposez, mais
il y a un mécanisme alternatif qui a été proposé par un économiste bien connu qui s'appelle William Nordhaus, qui propose, lui, de ne pas mettre une taxe proportionnée au contenu CO2 des biens qu'on importe, mais de classer en gros les partenaires de l'Union européenne en deux grandes familles. Ceux qui ont des contraintes climat équivalentes aux nôtres et ceux qui n'ont pas de contraintes climat, et donc qui sont susceptibles de faire du dumping. Et Nordhaus préconise, à cause de cette complexité inhérente au mécanisme carbone, de taxer uniformément tous les pays qui ne sont pas soumis à une contrainte carbone équivalente, avec en gros un droit ad valorem qui s'appliquerait à tous les produits. Et Nordhaus calcule même le niveau… C'est à ce système que je me réfère. D'accord, voilà. Et donc c'est ce système-là. Bon, et ce système aboutirait au fait que, alors après, on peut calculer, il le fait pour les États-Unis, donc on ne peut pas utiliser directement les calculs qu'il fait pour l'Europe, et du reste, je pense que les calculs sont un peu discutables, mais en gros, il aboutit à un niveau de taxe ad valorem qui augmenterait avec le degré d'écart qu'il y aurait entre eux. Alors, cette vision nordhausienne, si j'ose dire, est effectivement une vision qui n'est pas inintéressante, je crois, mais elle a un inconvénient, c'est que du coup, elle laisse entier la question du mode de protection des industries les plus concernées par le prix du CO2. Donc moi, je pense que le mécanisme le plus subtil à mettre en place serait un mécanisme un peu qui s'inspirerait de ces deux vision. Et puis, ce que n'a pas du tout en tête Nordhaus et qui me paraît très important sur le plan de ce que peut faire l'Union européenne et des messages qu'elle peut porter, c'est comment on fait vis-à-vis des pays moins avancés. Ce point est, je crois, très important parce que si on prend un peu de recul et une vision un peu prospective à moyen et long terme, fondamentalement, la transition vers un régime décarboné va beaucoup dépendre des modes de développement qu'on va imprimer dans les pays qui, aujourd'hui, sont à des niveaux intermédiaires, encore plus ceux qui sont à des niveaux très faibles de développement. Et donc, si on n'arrive pas à intégrer ces pays-là dans une dynamique de développement bas carbone, on va demain vers des situations absurdes où ce qu'on réduira chez nous va augmenter chez eux. Et pas par les vases communicants, simplement parce qu'ils auront reproduit des modèles historiques de développement que nous, on a eu. Et donc ça, je crois que c'est un volet très important. Quelle que soit la méthode qu'on utilise, Nordhaus ou taxe carbone ou hybride entre les deux, pour protéger la frontière, il faut redistribuer le produit qu'on va lever intégralement, même peut-être plus qu'intégralement, dans le cas où on a affaire à des partenaires qui sont issus des pays moins avancés. Je crois que c'est aussi un message fort que l'Europe doit envoyer auprès de ses partenaires. À court terme, ça résonne un peu peut-être en décalé, mais c'est un enjeu très, très important à moyen et long terme. Donc, ça, je crois que c'est très important. Mais merci d'avoir rappelé ce Si je puis me permettre une petite réponse, les pays les moins avancés sont par définition les moins menaçants pour l'industrie européenne. Ça dépend des cas. Et donc, on peut leur faire des exonérations les concernant. Bon, je pense qu'il ne faut pas faire d'exonération. Je pense qu'il faut leur restituer le produit. Leur restituer, oui. Oui, c'est très différent, si vous voulez. En termes d'incitation économique, c'est très différent de payer un prélèvement et de le recevoir, de le restituer, parce que l'incitation n'est pas la même, voyez-vous. Donc, je crois que c'est important. Et ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Il y a des cas de figure où ces pays peuvent avoir une importance plus que significative dans certains créneaux. Et surtout, les usines ne sont pas totalement immobiles. Vous pouvez avoir après des effets dominos. C'est pas si simple que ça. De toute façon, moi, ce dont je suis convaincu, c'est que
c'est pas une panacée, hein, l'ajustement frontière, ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais c'est rentrer quand même dans une problématique du commerce international qu'il va falloir intégrer à la politique climatique. C'est vraiment ça qui me paraît le plus important. Alors, j'arrive pas à retrouver le... C'est un bon fait discussion, mais j'en profite parce qu'il y a une première question justement sur les fuites de carbone sur l'industrie. Oui, je vois, de mon ami Nicolas de Varenne. Je crains tout, là. Non, pas du tout. Nicolas, c'est à toi. Merci, mon cher Christian. Merci beaucoup. Merci pour ton exposé extrêmement clair. Simplement pour indiquer qui je suis, je représente les grands consommateurs d'énergie dans l'industrie. C'est à peu près 70% de l'énergie, c'est-à-dire du gaz, de la chaleur, l'électricité consommée en France. Christian, merci beaucoup de ton exposé, comme toujours extrêmement clair, et la grande qualité et supériorité des économistes par rapport aux opérationnels que nous sommes, c'est que vous prenez de la hauteur et tu restes sur les fondamentaux et tu ne rentres pas dans les technicalités. Donc, bravo pour ton exposé de ce point de vue-là qui pose vraiment des questions tout à fait essentielles. Moi, je reste sur un sujet essentiel. Est-ce que c'est sur le fonctionnement du marché carbone? Et aujourd'hui, ce qui pose problème, ce que je soulève, pose un problème structurel, et je voudrais vraiment avoir ton éclairage là-dessus, par rapport à son articulation, sa corrélation avec le marché de l'électricité. L'analyse que nous faisons, c'est de dire que le marché du carbone est un marché étroit, qui manque de profondeur, qui va l'être de plus en plus, et qui est donc structurellement, qui en plus est administré, et qui est donc structurellement volatile. Et que donc le signal, dont nous ne contestons pas la pertinence en théorie, est profondément altéré parce qu'il est volatile et il n'a pas le caractère fort et clair, comme on disait dans l'armée, d'un signal carbone que nous ne contestons pas. Et que la surcorrélation aujourd'hui avec le prix de l'électricité pose un problème majeur. Et pose un problème majeur de renchérissement pour tout le monde, pour les industriels, pour les consommateurs, du prix de l'électricité. Tu as vu que l'envolée des prix conduit à ce que le prix de l'électricité, sans aucune raison, aucun sous-jacent, est aujourd'hui sur le marché, est passé à 90 € du mégawattheure. Il y a là un problème d'articulation structurelle, sachant que le prix du carbone, par ailleurs, nous semble-t-il, pour certains, pour les gros émetteurs qui ne sont pas dans l'industrie, qui sont du côté des, enfin, certains dans l'industrie, mais qui sont aussi du côté des énergéticiens, n'affectent pas leur comportement. À partir du moment où la Pologne et l'Allemagne, pour ne pas prendre des exemples, ont une trajectoire de décarbonation de leur outil énergétique qui est déterminée par des accords politiques à 2038 et à 2048, un prix du carbone à 100 ou 200 ne changera rien sur cette trajectoire de décarbonation. Voilà, mais j'aimerais t'entendre sur ce problème majeur d'articulation d'un mauvais signal prix carbone avec le prix de l'électricité, qui est lui un marché qui n'est pas parfait, mais qui est un marché meilleur, en tout cas qui fonctionne, qui est beaucoup plus large et qui ne peut pas, dont on ne peut pas accepter qu'il soit surdéterminé et qu'il soit par un marché aussi imparfait, aussi volatile. Il y a un problème majeur structurel, me semble-t-il. Merci Nicolas. Alors, non, je disais tout à l'heure qu'on était amis, mais on n'avait pas toujours les mêmes opinions, mais il ne m'a pas attaqué sous l'angle où je pensais qu'il allait le faire. Non, je sens pas autre chose. Non. Mais je te remercie. Je te remercie du marché sur les marchés parce que c'est ta science, c'est la science plus que la nôtre. Je te remercie beaucoup de le faire dans cet esprit-là. Alors, est-ce que le marché de l'électricité est une construction aussi performante et durable qu'elle l'est? Moi, j'avais beaucoup réfléchi en lisant le petit ouvrage de Jacques Percebois et je me souviens plus son co-auteur sur le système électrique. Je crois que tel qu'il est organisé, le marché de l'électricité ne peut pas donner des signaux de long terme, il ne peut donner que des signaux de court terme, il a été fait pour ça, du reste. Mais il a un gros problème. C'est qu'avec l'ordre du mérite et la tarification au coût marginal, il n'est pas du tout adapté à l'élargissement des sources renouvelables. Pas beaucoup plus, du reste, que pour les sources nucléaires. Donc, on va de toute façon avoir un problème d'organisation du marché électrique à mesure que va s'accroître la part de la production d'origine renouvelable dans le marché électrique, puisque, en gros, la tarification au coût marginal, c'est 0. Donc, je ne connais pas beaucoup de secteurs sur lesquels on peut durablement rémunérer les investissements sur la base d'un prix nul.
sauf à imaginer un marché qui aurait des différences considérables de variation de prix entre, en gros, les heures creuses et les heures pointées. Donc ça, c'est le premier point qui me paraît être une question qui n'est pas, je trouve, correctement et suffisamment documentée au plan du fonctionnement même du marché électrique. Alors ensuite, sur le plan du marché carbone, moi je pense qu'effectivement, il ne faut pas attendre que ce soit le marché carbone qui nous donne les bons signaux de prix. Il faut encadrer ce marché, quels que soient le degré de confiance qu'on a par ailleurs dans les marchés. Bon. C'est la raison pour laquelle la deuxième leçon que j'ai tirée de l'histoire, c'est qu'il faut effectivement progresser dans la gouvernance de ce marché avec, je crois, des indicateurs cibles en termes de prix. Ces indicateurs cibles, j'ai donné des fourchettes, mais je ne fais que rajouter à, comment dire, à la faiblesse, à la grande faiblesse des économistes qui ne se mettront jamais d'accord ensemble hein, sur un prix unique. Bon. Et ça, je pense que si on n'a pas ça, on n'aura pas, ce n'est pas le marché qui va nous donner ni le prix du kilowattheure dans 10 ans, ni le prix du CO2 dans 10 ans. Il faut qu'il y ait, un signal. Et ce signal, c'est le rôle, c'est véritablement le rôle du politique que de le définir. Et on peut se tromper, donc on ne peut pas dire qu'on va fixer en 2023 un prix jusqu'en 2050, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais on peut fixer en 2023 une cible minimum et une cible maximum à l'horizon 2030. Avec peut-être une clause de revoyure si on s'est trompé. Et là, je crois qu'à cette condition-là, le marché est très utile. Pourquoi le marché est très utile? Parce qu'à cette condition-là, le marché va nous dire si effectivement on est dans la bonne trajectoire ou pas. Et c'est comme ça que je vois les choses. Et il me semble que les industriels, ils ont besoin de ça. Je suis absolument. Ils ont besoin de ça. Ouais. Ils ont besoin de ça. 150% d'accord avec toi, hein, parce qu'un tunnel, alors après, il y a des technicalités pour définir la largeur de ce tunnel, peu importe, mais un tunnel, effectivement, nous offre la visibilité, nous avons besoin de calcul de retour sur investissement. Et de surcroît, un tunnel sur le marché carbone, à partir du moment où le marché carbone détermine à 0,6, à facteur 0,6, le marché de l'électricité, hein, ce qui est le cas, tu n'as plus besoin d'avoir des prix régulés sur le marché de l'électricité. C'est absolument la reine, puisque la régulation du marché du carbone entraîne de facto, quasiment arithmétiquement, une forme de régulation, de maîtrise ou de visibilité sur le prix du marché de l'électricité, tout en laissant la variabilité à court terme. Oui, mais alors, par contre, ce que je crois, c'est que comme en plus les usages de l'électricité augmentent dans l'économie, au fond, la question de compétitivité la plus importante, c'est effectivement la répercussion du prix de l'électricité sur le coût de production général de l'économie. C'est ça la difficulté la plus importante. Et c'est pas du tout, c'est pas uniquement le coût du CO2 dans la tonne d'acier ou dans la tonne de ciment. Et là, on a mis en place donc, ce dispositif pour les électro-intensifs dans une, je ne dirais pas de l'improvisation, parce que ce serait quand même ne pas considérer sérieusement les gens qui ont travaillé sur ce dossier. Mais je crois que ce dossier, il est très important, parce que et il est très, comment dire, je vais dire le fond de ma pensée, il est très impactant parce qu'en réalité, la question qui est derrière, c'est qui paye la transition. Ça, la question. On ne va pas accélérer la transition climatique no free lunch. Non, il faut bien le payer, ça. Et donc, la hausse du coût de l'électricité relativement aux autres zones économiques, ça c'est un coût. C'est un coût important. Probablement, on ne peut pas
ne peut pas le supporter totalement. Après, il y a plein de questions liées à ça sur la fiscalité aussi. Comment on va faire avec la fiscalité des carburants. Enfin, on est face à plein de questions qui, en fait, ne sont pas réellement posées par les politiques. Mais si on laisse monter le prix de l'électricité comme ça, on voit bien que c'est une question de redistribution. C'est une question de redistribution. Et en même temps, moi, ce qui me paraît important, c'est qu'en même temps, si on fait les bonnes adaptations et les bonnes aides aux reconversions, on peut prendre des avantages comparatifs en testant, en mettant en place les premiers, les systèmes de production bas carbone de demain. Donc, je pense que c'est un peu dans tous les sens. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, je pense que la question du lien entre le prix du carbone et le prix de l'électricité est une question absolument majeure. Et merci, Nicolas, de l'avoir. Oui, on est bien d'accord. Juste une petite information à ce sujet, le dernier working paper de la chaire que j'ai co-autoré avec une collègue d'EDF R&D fait justement une analyse dans ce sens. Donc, si jamais vous aviez quelques idées à regarder. Il faut que tu fasses un FLM là-dessus. C'est vrai. Ça sera fait à la rentrée. Et sur ces projets, malheureusement, le temps nous a... il y a plein de questions, je pense. Quelles sont les questions? Où est-ce que je peux les voir dans le plus? Discussion, tu peux voir, mais éventuellement... C'est où discussion? Ah bah, là où tu partages l'écran. C'est plutôt des commentaires, à vrai dire. Hein. C'est plutôt des remarques. Contrôle à distance, mais vous pouvez éventuellement, je suis sûre que Christian aura d'autres occasions de parler de ses travaux et suivre notre actualité aussi pour continuer à discuter de ces questions. Et merci beaucoup, Christian, de nous avoir accordé ces temps et merci à tous d'avoir suivi. Et donc, les FLM vous retrouveront à la rentrée en septembre avec d'autres événements à suivre. Merci à tous et merci, Christian. Merci beaucoup pour l'invitation et bonnes vacances à tout le monde.